Donc, cette semaine, c'est un épisode vraiment cool. On a reçu Anne-Marie, qui est chercheure au CHUM. Dans le fond, elle se spécialise surtout dans les cancers en lien avec les ovaires, mais aussi avec les cancers qui ont rapport avec le cancer du sein. Donc, ça fait suite à notre beau lancement de la collection Rose Espoir. C'était super intéressant, honnêtement, comme discussion. Elle nous a parlé des recherches qu'ils ont faites depuis les 30 dernières années. Puis elle nous a expliqué à quel point, au Québec, on est pionnier dans certains aspects, certaines sphères de certaines recherches pour le cancer du sein et les ovaires. Donc, c'était vraiment intéressant. Une femme extrêmement inspirante, puis très intelligente, je dois dire. Oui, il fallait rester concentré. C'était pas facile. C'était pour le cerveau, je parle, là. Oui, beaucoup d'informations, mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Très pertinent. Ouais. D'habitude, trop technique. À un moment donné, c'est dur pour nous autres, mais là, j'ai vraiment aimé ça. Elle expliquait vraiment bien aussi. Bien. Puis, on voit qu'il y a beaucoup d'innovation avec la technologie. Tout ça, c'est vraiment cool. Fait que un épisode très intéressant. Oui. Puis sinon, pour tout ce qui se passe dans les nouveautés Garde-Malade, on a une couleur qui s'en vient d'environ une semaine. Puis je pense qu'on peut bien le dire aux gens qui vont écouter le podcast. Ça va être quoi le nom de la couleur? T'es perdu dans l'horizon. J'ai oublié déjà. Vas-y. Bleu Horizon. Et voilà. Okay. Donc, le Bleu Horizon qui va sortir très bientôt, là, dans les prochains jours. Là, voilà, y es-tu là? Non, pas du tout. Mais c'est un bleu qui est vraiment... les bleus sont tout le temps populaires. C'est un bleu qui est un peu plus doux, grisâtre, moi je dirais, là, que certains bleus qu'on a déjà sortis. Donc, puis sinon, mais quelle couleur que je porte? Ben, c'est le bleu royal. Oui, puis le bleu royal, c'est quoi qui est spécial? Ben là, c'est le retour du bleu royal. Qui devient une couleur? Classique. Voilà. Fait que, il y a des codes promo si vous voulez mot à mot. Ben, dis-le nous donc. Je prends de l'avance. Ouais. Mot à mot pour 15% de rabais sur notre site à nous, gardemalade.ca. Sinon, il y a d'autres codes promo si vous voulez du café, mettons. Moi, mot 10 sur le site de notre tarifacteur préféré, Jungle, vous donne 10% de rabais. Puis aussi, si vous changez de sel, votre case a pété, allez sur CaseMe puis utilisez le code promo mot 15, ça va vous donner 15% de rabais sur votre prochaine commande. Donc, plein de codes promo à essayer. Fait que, c'est ça. Vous nous en donnerez une nouvelle, vous nous direz quel code vous aimez le plus. Puis, on vous souhaite un bon épisode, puis on espère que vous allez être allumés jusqu'à la fin parce que c'est super intéressant. Je suis ton garde-malade, ton garde-malade. Je suis ton garde-malade, ton garde-malade. Je suis ton garde-malade. Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on reçoit Anne-Marie Messe-Masson, qui est une professeure et une cherchiste. J'étudie la bonne chose. Chercheur. Donc, vous allez voir, là, durant l'épisode, je pense que ça va arriver une couple de fois qu'on ne comprendra pas tout. Alors, on va poser des questions, puis on va essayer de tous comprendre ensemble le beau parcours d'Anne-Marie, puis dans le fond, ce sur quoi elle a travaillé, puis qu'est-ce qu'elle a amené à la science, puis aux recherches sur les cancers d'ovaires et de sein. Donc, Anne-Marie, si tu veux te présenter pour commencer, puis nous expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, ta famille aussi. Moi, je trouve ça super intéressant, donc je te laisserai y aller. Donc, moi, je suis la première de ma famille née au Canada. J'ai 6 frères et sœurs qui sont nés en Hollande, 2 qui sont nés en Indonésie, puis moi, ma petite sœur, on est nés ici au Canada. Donc, quand on est arrivé à Ottawa, mes parents m'ont dit que c'était un pays bilingue. Donc, on a tous été à l'école en français, puis on parlait l'anglais à la maison pour aider à tout le monde à apprendre les 2 langues. On a tous été à l'Université d'Ottawa, on est tous diplômés. Puis moi, durant mon bac, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Est-ce que je voulais aller en médecine vétérinaire, j'hésitais. Puis un chercheur qui est venu présenter sa recherche, c'est quelqu'un qui faisait de la biologie moléculaire. Je savais même pas c'était quoi ça, la biologie moléculaire, mais c'est la capacité de manipuler notre ADN, le génome, de le transformer. Ça avait vraiment capté mon imagination. Puis en plus, il travaillait sur le cancer. Donc, les 2 sujets ensemble ont fait que j'ai demandé si je pouvais joindre son laboratoire. C'est là que j'ai fait mon PhD à McGill. Après ça, j'ai fait un postdoc à UCLA où j'ai travaillé sur une leucémie humaine. Je suis revenue à Montréal, j'ai travaillé un peu pour l'IRB, mais ça me manquait le côté académique. Donc, je suis retournée à l'Institut du cancer de Montréal comme professeure à l'Université de Montréal. Puis, j'ai commencé ma recherche sur des modèles de souris que j'avais développés avant. Mais 1 an plus tard, j'ai rencontré un gynécologue-oncologue, Diane Provencher. Elle travaillait sur le cancer de l'ovaire quand elle était en postdoc, elle aussi.
puis elle cherchait quelqu'un avec qui collaborer. Donc, elle m'a convaincue qu'il fallait que j'arrête de travailler sur mes petites souris puis que je me concentre sur ses patientes parce qu'elle était vraiment frustrée du fait qu'elle n'avait pas grand-chose à leur offrir dans ce temps-là. Un diagnostic de cancer de l'ovaire au début des années 90, c'était souvent un décès dans l'année. Donc, c'est un cancer qui est rare, mais c'est un cancer qui est très meurtrier. Ouais. Donc, j'ai dit, oui, je veux bien travailler sur ton cancer, mais j'ai besoin d'un modèle pour l'étudier. Et donc, on a commencé la première biobanque en cancer de l'ovaire au Canada en 90. On a collecté 2 échantillons la première année. Il fallait tout mettre en place. Mais maintenant, la biobanque a au-delà de 14 000 participantes à travers les années qu'on a collectées. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une biobanque et pour moi qui s'en souviens pas, c'est quoi, comment vous expliqueriez ça? Donc, nous autres, on a toujours besoin d'un système modèle. Donc, les gens savent qu'en laboratoire, on utilise des fois des souris, des lignées cellulaires. Mais pour vraiment comprendre la maladie chez la femme, il faut avoir accès au tissu humain. Et donc, au moment de la chirurgie, avec le consentement de la patiente, en plus d'avoir le tissu qui est utilisé en pathologie pour faire le diagnostic, il y a un bout de tissu qui est redonné au laboratoire. Puis nous, on conserve ce tissu-là, on fait des prises de sang, on garde différentes parties de morceaux biologiques qu'on entrepose, puis on suit le parcours des patientes aussi. Donc, on sait qui a une maladie plus agressive, qui a bien répondu au traitement, qui a eu des toxicités. Donc, on suit tout ça aussi, le parcours de nos participantes dans la biobanque. Puis, au fil des années, on peut utiliser ce tissu-là pour faire de la découverte ou pour... des corrélations aussi entre différents... C'est ça. Donc, par exemple, si on veut si on pense qu'on a une piste d'idées pourquoi certaines femmes répondent oui ou non à un traitement, bien, si on a un grand nombre d'échantillons, on peut tester notre hypothèse. Sinon, on en a 5 ou 6, tu sais, c'est le hasard fait que peut-être on va pas être capable de tirer des conclusions. Puis moi, quand j'ai commencé, tu sais, les biobanques, on publiait peut-être 10 patientes à la fois. Ça a été considéré comme une grande étude. Maintenant, c'est pas rare qu'on va publier avec 1000, 2000 patientes. Donc là, on a la robustesse de bien affirmer si quelque chose, c'est important dans la maladie, oui ou non. Est-ce qu'on est si différent que ça? Chaque cas ou chaque personne est différente, répond moins, répond moins bien, répond différemment au traitement ou... Bien, on a toute une variété. Donc, on a des gens qui, quand on leur donne le traitement, ça n'a aucun effet du tout, fait qu'ils vont progresser malgré le fait qu'on est en train de les traiter. On en a d'autres qui vont répondre initialement ou semblent répondre, mais qui vont rechuter rapidement. On en a d'autres qui vont rechuter tardivement, puis il y en a d'autres qui ne vont jamais rechuter. Ça, c'est très rare en cancer de l'ovaire. Mais c'est comment distinguer entre ces différentes personnes. Puis même ceux qui rechutent, on revient avec 2, 3 traitements. Il y en a qui survivent très longtemps. On ne sait pas trop pourquoi, malgré le fait qu'ils n'ont pas peut-être bien répondu la première fois, mais avec le temps, ils répondent mieux, puis ils survivent. Donc, c'est assez complexe. Puis on parle de plus en plus en médecine de santé de précision. Donc, on sait que si je regarde en dessous du microscope puis je regarde 2 tumeurs, à l'œil ou au microscope, ils ont l'air pareils. On sait que le parcours est très différent. Quand on commence à plonger dans la cellule cancéreuse, quand on essaie de décortiquer c'est quoi le défaut au niveau de l'ADN, on voit que c'est très variable d'une patiente à l'autre. Donc, dépendant c'est quoi le défaut, ils vont répondre mieux ou pas bien à différents médicaments. Donc, c'est vraiment un casse-tête. Puis c'est ça, là, c'est pas tel type de cancer, tel chimio, tel... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le temps, la façon qu'on faisait des essais cliniques, c'est qu'on traitait un grand nombre de femmes avec le même traitement. Puis si la moitié répondait, on était très contents, puis ça devenait le standard. Mais on savait qu'il y avait une moitié qui n'était pas pour répondre. Mais tu sais, on donnait la même chose à tout le monde, puis on se gardait les doigts croisés en espérant que ça allait aller bien. Ça allait fonctionner. Maintenant, quand on comprend mieux, on est capable de peut-être prédire qui va répondre oui ou non à une certaine thérapie. Puis, on peut les pousser vers des alternatives ou même ce qu'on fait maintenant, c'est au lieu d'avoir une thérapie qui tue toutes les cellules cancéreuses de façon assez vague, on commence à comprendre c'est quoi le défaut spécifique que quelqu'un va avoir, puis on utilise ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Donc, c'est une thérapie vraiment pour cette mutation-là. On a développé un médicament,
puis on le donne à la bonne personne au bon moment. Okay. Donc, la médecine de la santé de précision, médecine de précision, c'est tout ce travail-là d'essayer de jumeler le bon traitement avec le bon tissu, avec la bonne personne. C'est ça. Vous dites que le cancer des ovaires, c'est pas un cancer, mettons, qui on va dire populaire, là, entre guillemets, au Canada, puis tout. Donc, ça devait parfois donner des obstacles à vos recherches parce que, justement, c'était pas, mettons, une priorité nécessairement pour... comment ça fonctionnait, vous, pour aller débloquer des fonds, pour avoir de l'aide, pour développer cette partie-là d'un cancer qui est pas si commun que ça, là? Mais c'est un cancer qui n'est pas commun, puis le problème, c'est qu'au moment du diagnostic, puis les traitements, c'est des traitements qui sont très lourds. Mm-hmm. Tu sais, les femmes n'ont pas nécessairement toute l'énergie de vouloir militer pour leur cause. Ouais. Ce qui est à l'inverse, par exemple, du cancer du sein. Je veux dire, en cancer du sein, les femmes, il y a plusieurs femmes qui sont guéries de leur maladie, donc ils viennent des porte-parole pour la maladie, ils peuvent militer pour l'argent pour le soutenir. Nous, on faufilait un petit peu sur la vague du cancer du sein parce qu'il y a des cancers héréditaires, des syndromes, puis dans ces familles-là, il y a et le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Donc, c'est les mêmes gènes qui donnent prédisposition aux deux cancers. Donc, on pouvait aller chercher un peu de financement du cancer de ce côté-là. Okay. Au début, moi, j'ai pas lâché mes petites souris dès du début. Je les ai gardées pendant, 10, 11, 12 ans parce que c'était plus facile d'avoir de l'argent. Puis, du côté, on développait toute notre infrastructure pour travailler le cancer de l'ovaire. Mm-hmm. Quand on a commencé à publier dans le cancer de l'ovaire, on commençait à avoir des avancées. Là, c'était plus facile d'aller chercher plus d'argent. Okay. On avait des bons modèles d'études à ce moment-là. Mais quand on dit que c'est héréditaire, là, ça vient de où, ça? C'est de combien de générations avant? Comment que ça se passe? Bien, au Québec, ça vient de la France. Oui, c'est ça. Mais... Je veux dire, ça vient de très loin. Donc... de façon... On accumule des mutations de façon spontanée, mais certaines de ces mutations-là sont vraiment de longue date. Donc, c'est les premiers arrivés au Québec qui... Pas tout le monde, là, mais une rare personne qui avait cette mutation-là puis qui l'a transmis. Puis comme il y a un effet fondateur au niveau du Québec, c'est pas qu'il y a plus de cancer du sein puis de l'ovaire qu'ailleurs. C'est juste que les mutations qu'on voit, c'est les mêmes parce qu'ils viennent toutes d'un même ancêtre. Tu sais, un petit nombre d'ancêtres qui ont donné les mutations qu'on trouve aujourd'hui. Ça commence à être plus différent parce qu'on a une population qui évolue, on a des gens qui viennent de d'autres pays puis qui s'intègrent dans la société, mais parmi les vieilles familles, on est capable de retrouver les mêmes mutations. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui nous a aidé au début de vraiment pouvoir identifier le gène, mais maintenant, on sait qu'il peut y avoir des mutations à peu près n'importe où. Fait qu'il y a des consortiums internationaux qui suivent des familles partout dans le monde, puis qui sont capables de cartographier les différentes mutations qui sont nuisibles puis qui peuvent donner un risque. Parce que ça ne veut pas dire que les gens vont, mais ils ont un risque beaucoup élevé, plus élevé de développer ces cancers-là. Puis ce que vous dites par rapport au cancer du sein et de l'ovaire ensemble, c'est que souvent, parfois, ça va arriver que quelqu'un qui a le gène ou la mutation du cancer de l'ovaire pourrait avoir celui du sein aussi, dans le sens non, c'est le même. C'est le même? C'est que, par malchance, ils vont soit développer un cancer du sein, puis soit un cancer de l'ovaire. Parce que, tu sais, d'avoir un gène de prédisposition, comme j'ai dit, c'est pas assez pour développer le cancer. Après ça, dans cette cellule-là, il faut accumuler d'autres mutations, puis il faut perdre aussi la copie normale du gène de prédisposition. Donc, tu sais, chaque chromosome vient en paire. Ouais. Fait que s'il y en a un qui a une mutation, c'est pas grave, l'autre peut le corriger. Mais si dans une cellule cancéreuse, l'autre est perdu, bien là, tu n'as plus de gène. Fait que c'est comme ça qu'un cancer se crée, c'est que ton autre chromosome... Souvent, dans les cancers héréditaires, c'est comme ça. Ça fait partie du syndrome. Pas toujours, là, mais si je simplifie, oui. Puis comment tu perds le chromosome qui est censé défendre l'autre? Bien, je veux dire, tout au long de notre vie, on est exposé à des mutagènes. Je veux dire, on a, tu sais, le tabac, l'obésité, les rayons, et la radiation, les infections virales, l'inflammation, l'environnement. Donc, tout ça, on est constamment, notre ADN dans notre corps est constamment en train de subir des insultes. Mais on a dans nos cellules des méthodes pour le réparer. Okay. Donc, au fur et à mesure qu'on a une mutation, il y a toute une machinerie qui passe puis qui vient le corriger. Puis,
Tu sais, c'est comme si tu déchires ton gilet, mais il y a quelqu'un qui vient coudre, puis qui répare, là, c'est la même chose. Puis ces gènes de prédisposition-là, dans le cancer du sein et l'ovaire, c'est des gènes qui sont importants pour la réparation de l'ADN. Fait que quand tu les perds, la cellule peut accumuler beaucoup plus de mutations parce que ton système de réparation, il est moins bon qu'il était avant. Okay. T'as pas juste un système de réparation, tu en as plusieurs. Fait que tu as comme des alternatives, mais à un moment donné, si tu accumules trop de mutations, plus capable de répondre. OK. Quand même, moi. OK. Je n'ai pas tout compris, mais je comprends la base. Là. Donc, dans le fond, vous, quand vous faites des biobanques, est-ce que vous analysez ça aussi, la raison pourquoi la personne aurait perdu, mettons, le chromosome qui est censé... Est-ce que tout ça peut être vu par vos outils, par le microscope et des trucs comme ça, avec le petit tissu, ou il faut vraiment aller chercher, comme vous dites, un peu plus loin en posant des questions aux patients, puis en analysant je veux dire, ça, c'est toute une autre science d'épidémiologie qui essaie de tirer des liens entre l'exposition et le développement de cancer. Donc, c'est pas mon domaine. J'ai déjà travaillé avec des épidémiologistes pour voir quels sont les facteurs de risque, mais aussi quels sont les facteurs protecteurs pour ne pas développer un cancer. Donc, on sait beaucoup de choses que, faites de l'exercice, mangez bien, fumez pas, allez pas au soleil, sans crème solaire. Donc, parce que tous ces choses-là vont endommager notre ADN. Fait que chez une personne en particulier, on ne saura pas exactement c'est quoi la cause. La cause, oui. Okay? Fait qu'il y a des stratégies de prévention, parce que c'est mieux de prévenir que de guérir. Donc, ça, c'est toute une science de prévention. Mais moi, je travaille vraiment dans le domaine où quelqu'un a déjà le cancer, puis maintenant, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on le traite, c'est ça? C'est ça. Mais ça, OK, c'est ça. Fait que la cause vous aide pas, dans le fond. De savoir, il a fumé, il est trop tard, là, comme... Ouais, vous analysez après. Puis, je veux dire, c'est pas nécessairement si simple que ça, parce qu'il y a des non-fumeurs qui développent le cancer du poumon. C'est ça. Fait que moi, j'appelle ça la loterie du cancer. Ouais. Fait que quelqu'un qui a... un gène héréditaire, ils ont un billet gagnant de cancer plus élevé que la personne à côté qui ne l'a pas. Tu sais, il y a peut-être une chance sur 10 de l'avoir, tandis que l'automax plus, tandis que l'autre pourrait avoir une chance dans 100 pour avoir. Mais au courant de ta vie, tu peux changer ton billet de l'auto. Fait que si tu es fumeur, ton billet 1 dans 100, tu l'as peut-être changé pour un billet 1 sur 20. Ça veut pas dire que tu vas avoir le cancer, mais tes chances de le développer ont augmenté beaucoup. Ouais. Fait que c'est comme une loterie, là. Ouais. Fait que c'est... Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens, justement, ils vont fumer toute leur vie, ils mangent pas bien, tout ça, puis un enfant, il vient au monde, il a le cancer, tu sais, comme... Ça s'explique-tu? Ça vient de la mère, j'imagine? Bien, ça vient que, je veux dire, c'est des accidents. C'est des accidents de réparation. Des fois, chez les enfants, c'est parce qu'ils ont été exposés au niveau embryonnaire ou il y a eu des erreurs. Tu sais, le fait de créer un humain, c'est vraiment complexe. C'est de dire que tout ce qui doit aller bien va bien. C'est comme un miracle qu'il y a autant d'enfants qui sont normaux puis le programme fonctionne bien. Mais il y a des erreurs qui arrivent. À chaque fois qu'une cellule se divise en deux, il y a la possibilité d'introduire des erreurs. Fait que durant leur développement, ça peut arriver qu'ils y incorporent. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que la mère a fait ou quelque chose. Comme j'ai dit, c'est vraiment le hasard. Mais là, aujourd'hui, on sait que notre mode de vie, c'est peut-être pas l'idéal, ce qu'on mange, tout ça. Vous diriez que les cancers, c'est quoi? Là, il y a comme une erreur de la nature, mettons, mais quel pourcentage qui est relié à notre beat de vie, mettons, à notre façon de vivre, la bouffe, tout ça? Bien, c'est difficile. Ça serait difficile pour faire l'expérience. Il faudrait avoir toute une population qui vit de... Mais les estimer, ça serait qu'on pourrait diminuer les cancers au moins de 50 50 oui, c'est ça. Wow. Fait que, puis je veux dire, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on commence avec les infections, on a des meilleures stratégies. En cardiovasculaire, on est capable de garder les... Fait que le cancer est devenu le cause de décès le plus important au Canada. À cause qu'on traite mieux les autres. On traite mieux. Puis, on voit aussi qu'on a une augmentation de certains cancers. Pas tous les cancers. Il y en a qui diminuent avec le temps, mais il y en a qui augmentent. Puis on n'est pas sûr pourquoi certains augmentent. Comme, par exemple, le cancer du pancréas, c'est un cancer très rare, très meurtrier.
mais on voit que l'incidence du cancer de pancréas augmente dans nos populations. OK. Est-ce que c'est notre alimentation ou est-ce que c'est notre exposition à quelque chose dans l'alimentation, dans l'environnement? Donc, on ne sait pas trop ça. Ça va être le travail des épidémiologistes d'essayer de voir, OK, qu'est-ce qui a changé pour faire qu'il y ait plus de cancer? Mais de l'autre côté, tout le monde qui traite ces cancers-là doit se concentrer sur le patient qui se trouve devant toi. Là, c'est ça, rendu puis, là. Ouais, okay. Puis c'est inutile à ce moment-là de pointer du doigt puis de dire, ben peut-être c'était ça ou peut-être c'était ça ou peut-être... Ça change rien. Et puis il y a des gens, comme j'ai dit, qui mènent une vie qui est très, très saine puis qui vont développer le cancer. Fait qu'il faut pas se culpabiliser puis de dire, c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de pas bien. On peut quand même faire attention. Mais on peut faire attention, mais en fin de journée, c'est une loto aussi. Ouais, mais moi, j'ai eu le cancer, puis je me disais ça carrément. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi, tout ça. Mais c'était bad luck. Quand tu gagnes la loterie, tu te dis pas, ah, pourquoi moi? Non, tu dis, whoopi! C'est ça, c'était comme, OK, puis, mais c'est sûr que tu te poses la question, là, puis tu te dis comme... Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ouais, non, c'est ça. C'est pas facile, là, mais tu sais, les médecins sont quand même bons pour ça. Mais pensez-vous que, ben, j'imagine que non, là, on pourrait faire beaucoup mieux, mais pensez-vous qu'on pourrait l'éviter très facilement, puis que le gouvernement ou que l'éducation en général ne fait pas assez, tu sais, donne pas assez d'informations? Ben, je veux dire, on a on a des choses faciles. T'sais, on a le tabac, on a l'exercice. On pourrait avoir, tu sais, c'est assez inutile d'essayer d'avoir un impact individuel. Qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est un impact populationnel. Tu sais, tu veux protéger la population. Fait que, tu sais, moi, je suis assez vieille pour, dans le temps, tout le monde faisait l'éducation physique à l'école. Tu avais une période d'éducation physique, tout le monde courait dehors. Tu sais, on n'avait pas de tablette, on était plus en santé. Maintenant, on est beaucoup plus sédentaire. Y aurait-tu des stratégies pour retourner, tu sais, à des temps où on incorporait, tu sais, que l'école était aussi une place importante pour apprendre des saines habitudes de vie, pour commencer à faire plus d'exercice. Tu sais, ça serait une stratégie populationnelle. Tu sais, quand les cigarettes électroniques sont venues, est-ce que ça aurait été pas plus facile de juste les bannir au Canada puis de dire vous n'avez pas le droit de le vendre? Ça, c'est des choses populationnelles qu'on peut faire qui pourraient vraiment avoir un impact. C'est sûr. Moi, on en a déjà parlé avec d'autres personnes, puis je comprends pas ça. Tu sais, il y a des choses qu'on le sait. Exemple, là, ils viennent de bannir aux États-Unis les les colorants. Les colorants, comme... Mais pourquoi que ça a été si long? On le sait, là, tu sais, d'un céréales, puis ça cause le cancer, c'est pas bon pour un paquet d'affaires. Les boissons ultra sucrées, là, énergisantes, tout ça. Puis, tu sais, je comprends qu'ils veulent pas, tu sais, tenir à la main à tout le monde. Puis, tu sais, ils veulent pas... On veut être libre de faire ce qu'on veut. Si je veux prendre un verre de bière, j'ai le droit. Mais à un moment donné, je trouve qu'il y a une limite. Là. C'est tellement comme pas bon. Puis tout. Mais c'est que ça devient, comme vous dites, un mouvement de société, dans le sens... Tu pourrais forcer tes filles à faire, mettons, parce que c'est vos 2 enfants, tu pourrais les forcer à faire de l'éducation, puis ils sont quand même en shape, là, tes filles. Ah oui. Mais ça reste que si, mettons, comme elle dit, ils arrivent à l'école, puis tout le monde est assis sur leurs patates, puis comme ils font rien. Non, je comprends, mais tu sais... C'est dur d'aller contre une génération au complet. Si on laisse ça, vous avez le droit de vendre vos cochonneries sur ces rangées d'épicerie, ça n'a pas de sens, là, comme... J'ai l'impression que la bouffe a une grosse part de ça, là, l'alcool, la cigarette, on le sait, là, mais je pense quand même en bonne diminution, mais toutes les autres affaires on le sait, c'est clair, ça a été prouvé, en tout cas, je pense bien, là, comme... Mais pourquoi ils tolèrent ça? En partie, c'est des choix individuels que les gens font. Fait que c'est toujours la lutte entre comment le gouvernement va nous contraindre et qu'est-ce qu'on a le droit. Je veux dire, si on regarde au sud, c'est très fort, les choix individuels, d'être libre de faire ce qu'on veut. Par contre, nous, on vit dans une société où on a, le système de santé universel. Donc, on paye tout dans ce système de santé-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut porter une casque maintenant quand on fait du vélo ou quand on est en moto, parce que, tu sais, de dire, oui, vous êtes libre d'avoir tous les accidents que vous voulez, mais quand vous avez un accident, le système de santé doit vous prendre en main puis vous aider. Donc,
on a des lois pour protéger les gens, même s'ils veulent rester individualistes. Mais jusqu'à quel point est-ce que tu fais ça quand ça devient de l'ingérence, puis quand est-ce que ça devient un choix? Puis tu sais, les gens ont besoin de manifester leur désir. Je veux dire, la population a la voix la plus forte en votant. Donc, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut comme société, puis comment est-ce qu'on veut se protéger. Donc, une partie passe par l'éducation, c'est faire ce genre de podcast, puis essayer d'encourager les gens. Mais il y a aussi tout un facteur socio-économique. Je veux dire, tu sais, on sait que les fruits et légumes, c'est bon pour nous, mais tu sais, si t'es une famille, t'as pas beaucoup d'argent, bien, des fruits et des légumes, ça coûte cher. Tu sais, du pain puis des chips, ça coûte pas si cher que ça. Tu sais, des pâtes. Fait que tu vas aller vers des choix que tu peux te payer, même si tu sais dans ta tête qu'il y aurait d'autres choix à faire. Fait que tu sais, la question est quand même... C'est une grande question à répondre. Oui, non, c'est sûr que c'est pas si simple, là, mais tu sais, je me dis, il y a des alternatives qu'on pourrait... Tu sais, il y a des choses qu'on pourrait faire. Exemple, encore avec le colorant. Ici au Canada ou même en Europe, c'est illégal. Fait qu'ils font le produit sans colorant ou il est plus pâle. Tu sais, les céréales, les Fruit Loops sont plus pâles en France ou même au Canada, je pense. Aux États-Unis, ils sont fluo. Mais c'est comme... On s'en sort quand même, là, tu sais. Pourquoi? Mais je sais que c'est un débat qui n'est pas si simple. Là. C'est parce qu'il y a tellement de facteurs. Non, c'est ça. C'est comme un verre de vin. C'est sûr, si tu bois une bouteille de vin par jour, tu as plus de risques. Mais ils vont dire, crime, j'ai le droit de prendre mon verre de vin tranquille. Tu sais, c'est quand il y a de l'abus aussi que... Fait que tu sais, tu peux pas contrôler tout le monde. Là. C'est sûr qu'on se sentirait comme en prison, là, mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires que... Il me semble que ça pourrait se régler plus facilement. Puis je pense que ça éviterait bien du stock. Bien, je pense que le système de santé commence à reconnaître que la prévention est très importante, que je veux dire, on ne peut pas tout se payer, fait que si on peut éviter certaines maladies. Donc, je pense que dans l'avenir, on va voir, tu sais, un changement, on le sait. On va réaliser qu'on a besoin de faire de la prévention, surtout en cancer, parce que c'est tellement important. C'est ça. Donc, pour revenir à... oui, on s'éloigne pas mal de notre revenir à vos biobanques, avec les recherches que vous avez avancées, parce que comme vous avez dit, vous avez commencé la première année avec 2 personnes dans la biobanque, puis maintenant, comme vous dites, vous êtes à 14 000 et plus. Qu'est-ce que concrètement, ça l'a amené au cancer des ovaires puis au cancer du sein, avoir des biobanques comme ça? Sans nécessairement si vous n'avez pas les statistiques avec vous, mais dans le sens, y a-t-il des choses extrêmement positives? C'est sûr que oui, mais qui sont sorties de ça. Je serais curieuse de vous entendre... premièrement, tu sais, nous, on est juste une biobanque parmi plusieurs. Tu sais, une des choses que j'ai essayé de faire, c'est d'encourager les gens à ouvrir leur propre biobanque, mais en utilisant les meilleures technologies, en faisant un travail de qualité. Parce que si l'échantillon est de pauvre qualité, la recherche qui en sort est de pauvre qualité. Fait que il y a une science derrière faire une biobanque. C'est pas juste de pogner quelque chose, de mettre dans le congélateur puis dire, je vais l'utiliser plus tard. Je me demandais, vous gardez les tissus dans le congélateur, c'est ça? Puis ça reste vivant? Ça dépend. Je veux dire, on garde certains dans des congélateurs à moins 150, fait que c'est des vrais congélateurs sérieux, là. Mais il y en a d'autres qu'on fixe puis on met en paraffine. C'est comme dans la cire. Donc, comme dans les départements de pathologie. Il y en a qu'on fait, on essaie de les faire pousser puis en culture, puis là, on dérive des lignées cellulaires, puis ça nous donne des modèles de plus. Nous, on en a développé 34 lignées cellulaires en cancer de l'ovaire, puis ces modèles-là ne servent pas juste à notre recherche, mais on les donne à travers le monde pour soutenir la recherche, pour continuer le cancer. Fait qu'il y en a qui sont congelés, il y en a qui sont vivants, il y en a qui sont fixés, il y en a qui sont extraits. Donc, on est capable de dire, j'ai ma cellule cancéreuse, mais qu'est-ce qui m'intéresse, c'est l'ADN. Fait que j'ai une technique pour aller chercher l'ADN. J'ai plus la cellule, mais j'ai l'ADN. Fait que là, je peux faire d'autres choses avec. Fait que ça se divise comme en tout plein de petits morceaux, puis chaque chose peut être analysée séparément, comme ça peut être analysé tout ensemble. Quand vous dites que vous avez fait 34 déviations, je pense que vous avez dit? Lignées cellulaires. Lignées, pardon. C'est quoi exactement ça? Bien, je veux dire, l'idée derrière, c'est qu'on amène ça à une tumeur, tu sais, qui vient du département de pathologie. On va l'en congeler, mais on va tenter notre chance d'essayer de le garder vivant. Donc, on le met sur un plateau de plastique avec des nutriments, tu sais, stériles, puis on essaie de voir si les cellules tumorales sont capables de pousser. Puis, à peu près 1 fois sur 100, la cellule qui va sortir va continuer à pousser à vie.
OK. Fait que, tu sais, il y a des lignées cellulaires qu'on a dérivées dans les années 90, qu'on pousse, on pousse encore en laboratoire, on partage à travers le monde. Wow. Fait que ça nous donne, tu sais, un modèle très riche pour étudier le cancer. Puis comme on peut le partager, tu sais, si quelqu'un a un résultat sur une des lignées cellulaires, si 10 personnes ont 10 données, on peut mettre les 10 données ensemble puis essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Pour mettre ça très simple, c'est que vous avez un échantillon du cancer, c'est ça? Puis elle se multiplie, comme elle continue? Oui. Comme si elle était dans le corps en train de former une tumeur, mais au lieu, elle le forme à l'extérieur du corps. Ouais. Ah ouais, OK, mais... Ça, c'est 1 fois sur 100 environ que ça développe. Ben, en cancer de l'ovaire. Okay. Dans d'autres cancers, c'est beaucoup moins. Il y en a qui c'est plus, donc... Comment que c'est... Ah ouais, quand même, c'est spécial. Comment Oui, c'est possible? Vous dites, vous donnez des nutriments, des... Ben c'est ça, je veux dire, on essaie de nourrir... Tu sais, si on le mettait juste à sec Ouais, sur la bench... Mais ça se nourrit de quoi? Ouais. c'est ça. Ben, de protéines, d'acides aminés, de vitamines. Fait que qu'est-ce qu'on donne? On utilise le sérum de veau, tu sais, puis qui est riche en toute cette nutrition-là, puis on le donne à nos cellules. Puis... Visuellement, tu sais, vous dites qu'il y en a que ça fait des trentaines d'années que ça continue de pousser. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu rendu une énorme plaquette ou vous on subdivise tout le temps, puis quand on n'en a pas besoin, on les congèle, on les met de côté. Quand on les a besoin, on les décongèle, on les continue à vivre. Ça a grossi à quelle fréquence, vitesse, mettons? Mais d'habitude, on met ça sur du plastique, fait que c'est comme un film qui pousse, tu sais, c'est comme... c'est ça, mais ça deviendrait-tu... ça remplit le pétri éventuellement, fait que normalement, tu sais, 1 ou 2 fois par semaine, on doit les subdiviser. Donc, oui, ils poussent très vite. Celui, mettons que ça puis fait... si on les prend puis on les met dans une souris qui n'a pas de système immunitaire, ils vont former des tumeurs dans la souris. Puis elle va avoir le cancer. Oui. Puis si, mettons, vous preniez, mettons, celle que, comme vous dites, ça fait 30 ans là, et plus que ça existe, puis que vous l'auriez jamais séparée de sa plaquette, ça serait gros comme la salle au complet, là? Ben, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça, mais... Vous devriez faire l'essai. Ouais, c'est ça. Tu laisses dans une salle. T'es comme ma petite fille qui m'a demandé combien de grains de sable y a-tu dans dans l'océan. C'était comme, oh là là. Bonne question. Je ne sais pas. Mais c'est quand même spécial. Ça veut dire que la vitesse qui se développe là, ça se développe dans le corps, c'est ça? Bien, c'est ça. Je veux dire, des cancers peuvent accélérer, peuvent pousser très rapidement. Puis c'est pas rare dans le cancer de l'ovaire qu'on a des cancers lors de la chirurgie que ça pèse des kilos. T'sais, on parle pas de petits cancers, là, c'est des grosses masses. Mm-hmm. Puis, donc, pour atteindre cette masse-là, c'est parce qu'ils ont besoin de doubler assez souvent. Oui, c'est ça. Sais-tu, toi, ta masse? Ben, moi, je pense que c'était 5 livres. Là. J'avais une masse, un sarcome. Là. Puis, ouais, c'est ça. OK, c'est quand même... Mais s'ils ne les avaient pas enlevés, ça aurait continué à pousser, continué à pousser. J'avais vu qu'il y a une femme, elle avait, puis aux États-Unis, vu qu'elle n'avait pas l'assurance, ça n'arrêtait plus, là, le moment donné, ils ont fait « OK, on va y enlever. » là, ça n'avait pas de sens. Là, c'était rendu une affaire épouvantable. Là. Mais j'ai une question par rapport. Mais c'est-tu vrai que le cancer se nourrit de sucre? Ou ça n'a pas rapport? Bien, je veux dire, oui et non. Je veux dire, on a tous besoin toutes les cellules ont besoin du sucre pour nourrir. L'affaire, c'est qu'ils sont très avares. Les cellules cancéreuses. Ils vont toutes vouloir prendre. C'est un peu comme un bébé quand tu es enceinte. Je veux dire, la maman peut être très malade puis maigrir, mais le bébé continue à pousser parce que fait que ta tumeur, c'est un peu la même chose. Je ne vais pas comparer ça à un bébé, mais l'idée que, tu sais, on voit ça souvent dans les femmes qui ont le cancer de l'ovaire, c'est qu'à la fin de leur maladie, ils sont super maigres, tu sais, puis ils ont l'air des gens qui sont mal nourris, mais la tumeur, elle continue à pousser parce qu'elle a un avantage, elle a un désir pour ça, puis elle a trouvé des stratégies pour aller le chercher. Là. OK. Est-ce que vous pourriez dire, officiellement, que le développement de la biobanque sur laquelle vous avez travaillé puis que vous avez fondé, là, dans un sens, a concrètement sauvé des vies de des gens qui sont atteints du cancer? Bien là, il faut comprendre comment la science évolue. Fait que, je veux dire, les gens travaillent pendant 30 ans, on arrive à un moment donné, une pharma va sortir un nouveau médicament, puis tout à coup, tout le monde va crier « youpi », tu sais. Mais c'est pas...
une C'est... découverte c'est Qui a une tout changé. série de découvertes qui ont toutes contribué à ça. Par exemple, notre biobanque a été très important pour identifier les gènes BRCA1, BRCA2 comme étant les gènes qui sont des gènes de prédisposition de cancer de l'ovaire et du sein. OK. Puis le fait qu'on avait des effets fondateurs, des grandes familles. Fait que, tu sais, dans une grande famille, tu as 14 enfants, tu as 7 filles, il y en a 2 qui ont le cancer, les autres ne l'ont pas. Là, tu te dis, OK, il y a quelque chose de différent dans ces 2-là que tes frères et sœurs n'ont pas. Puis quand tu as une assez grande population, tu es capable de faire le zoom sur le gène qui est important. Fait que nos biobanques ont définitivement contribué. On n'était pas la seule biobanque à contribuer. Je veux dire, c'est mondial. beaucoup de recherche, Puis souvent, avec la recherche qu'on fait, c'est que les gens mettent leurs échantillons en commun. Cancer de l'ovaire, c'est un cancer rare. Mais ce n'est pas un seul cancer. C'est une série de cancers qui sont tous différents sous-types. Donc, on a le haut grade séreux, le bas grade séreux, le mucineux, l'endométrioïde, les cellules claires. Fait que ça veut dire qu'il y en a qui sont des rares de rares. Ouais. Et si on veut faire des avancées, on ne peut pas le faire tout seul dans un laboratoire, malgré le fait que notre biobanque, elle paraît grande. Quand tu veux faire une étude puis que tu commences à avoir des critères d'inclusion, bien peut-être moi, tu sais, il y a une étude où on avait 5 échantillons, puis on était ceux qui en avaient le plus. OK. Il y en avait des biobanques à travers le monde qui en avaient 1 ou 2. Fait qu'on a été capable de faire une étude de 40 dans ce cancer rare, en regroupant tout le monde, tu sais, puis de démontrer quel gène était muté dans, tu sais, ce type de cancer de l'ovaire qui est encore plus rare, tu sais, la granulosa. Fait que moi, j'ai fait un grand projet pan-canadien qui s'appelle CARE, parce que c'est un coup de cœur qu'on l'a fait, c'est de mettre ensemble des biobanques à travers le Canada, parce qu'on était les pionniers, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont monté des banques de cancer de l'ovaire. Puis là, on était capable de faire des cohortes de 1000, 2000 patientes qui étaient touchées, puis avoir certains des sous-types qui étaient rares, mais d'en avoir, 100, 200, juste en travaillant ensemble. Puis ensuite, les projets font appel à cette nouvelle ressource-là pour faire la recherche. Est-ce que ça existe encore, le projet Oui. sur lequel... OK. Est-ce que vous êtes encore impliqué dans ça? Oui, on en donne encore des échantillons, puis Cancer de l'ovaire Canada nous donne un soutien financier, justement pour que parce que chaque fois que quelqu'un en veut, ben nous, on doit préparer les échantillons, on doit mettre à jour la base de connaissances, donc ils nous soutiennent pour ça, mais on a des projets à tous les années qui reviennent. Fait qu'il y a à peu près, je pense qu'il y a 45 différents projets qui ont fait appel à ça, plein qui ont fait des publications, donc des petits bébés. Puis, vous avez aussi été, je pense, je ne sais pas si vous l'êtes encore, donc je vais parler au passé, puis vous me direz si vous l'êtes encore, mais vous avez aussi chapeauté ou été directrice au CHUM, si je ne me trompe pas, d'un département, si ça se peut-tu? Mais moi, j'ai été la responsable de l'Axe Cancer, puis la directrice scientifique de l'Institut du cancer de Montréal. J'ai fait ça pendant 16 ans. OK. Mais j'ai quitté ce poste-là parce que je suis la directrice adjointe de la recherche fondamentale et transnationale au Centre de recherche du CHUM maintenant. OK. C'est un long titre, ça. Et d'ailleurs, je suis présentement la directrice scientifique du CHUM par intérim parce que notre directeur a accepté un poste au vice-rectorat. Puis pendant qu'on cherche un nouveau directeur, il y a quelqu'un qui a besoin de faire la job. Ça ressemble à quoi, ce poste-là? Ouais, c'est quoi vos tâches quotidiennes? Je veux dire, c'est d'essayer de planifier la recherche au niveau du centre de recherche au complet. Fait que le centre de recherche est énorme. Tous les cancers, là. Pas juste le cancer, neurologie, cardio... c'est le centre de recherche. Le centre de recherche au complet. Donc, santé des populations, imagerie, ingénierie, immunopathologie. Mon Dieu. S'occuper de s'assurer que les chercheurs ont tout ce qu'ils ont besoin pour mener leur recherche. Est-ce que... avec la nouvelle technologie, j'imagine que ça doit aider. Est-ce que ça s'accélère, la recherche? Absolument. L'intelligence artificielle, là, ça doit... Il y a des choses que moi, j'ai publiées, puis maintenant, qu'est-ce qui m'aurait pris 2 ans à faire? Je peux le faire dans moins d'une journée. Je veux dire, ça va s'accélérer. Les technologies, je veux dire, dans le temps, maintenant, on est capable de séquencer un génome au complet dans la même journée, au besoin. Fait que ton ADN est composé c'est comme un code. Avec les 4 nucléotides, puis ça
C'est comme ça que tu dis, c'est comme l'alphabet de l'ADN. OK. OK? Puis maintenant, on est capable de lire l'alphabet de tous les chromosomes dans une journée. Je veux dire, c'est De l'ADN d'une personne, mettons? une personne ou d'une tumeur, par exemple, OK. et de son sang, puis de dire, OK, c'est quoi la différence entre les deux? Fait que, Ça prenait mettons... combien de temps avant, vous disiez? Ah, Faire ben ça? c'était impossible avant les années 2000, puis après OK. ça, tu sais, parce que le premier projet de séquencer le premier génome a pris 10 ans. OK. OK. Maintenant, ça se fait en une journée. Mais là, qu'est-ce qui nous a pris 10 ans à faire une première fois? Maintenant, on est capable de faire dans une journée. Donc, la raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que la Fondation Cancer du sein du Québec nous a mis en contact avec vous. Merci, Gisèle. Puis, dans le fond, c'est aussi parce que nous, Océane et moi, on était allés visiter, en fait, le CHUM, les laboratoires, puis on avait visité plein de petits endroits sur lesquels vous avez travaillé, en fait, que vous avez développé. Il y avait, entre autres, là, 2 endroits que je me souviens, puis j'aimerais ça que vous en parliez après de ces... de ce que je vais expliquer, que vous allez pouvoir mettre des mots là-dessus, parce que j'ai encore oublié les termes. Mais il y avait un endroit où est-ce que, littéralement, les recherchistes coupaient les cellules du cancer en petits morceaux, puis ensuite, ils prenaient ça, puis ils mettaient ça dans des genres de petites plaquettes transparentes, où est-ce qu'ils faisaient des tests, par exemple, sur différents traitements de chimio, Ouais. exactement, pour voir lequel fonctionnait mieux ou pas. Puis de ce que je comprends, vous avez aidé à créer ou même développer ces formes-là, parce que je me souviens que ce qu'il nous disait, là, c'était que le CHUM était le premier endroit, en fait, où est-ce qu'on avait commencé à faire ça. Donc, je vous laisserai en parler. Oui, moi, j'ai commencé à travailler ce projet-là quand ça fait maintenant plus qu'une décennie. Puis c'était vraiment un hasard. Il y avait un ingénieur de la Polytechnique de l'Université de Montréal qui est venu me voir en disant, moi, je suis capable de faire des mini-laboratoires, tu sais, juste sur j'ai une lame de verre, puis je peux créer des canaux dans lesquels on peut mettre quelque chose. Il dit, si je crée ça, qu'est-ce que tu ferais avec? Tu sais, fait que on a fait du brainstorming pour dire c'est quoi nos grands défis, puis à quoi pouvait répondre ça. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, un de nos grands défis, c'est de tester des nouveaux médicaments, mais aussi, chez les patients, de prédire leur réponse à des thérapies. Fait que si on pouvait prendre une partie de la tumeur, puis de la mettre dans votre mini-laboratoire, puis le garder vivant, puis tester nos médicaments directement sur ça, on pourrait avoir des réponses. Fait que ça se dit vite, mais ça prend du temps. Fait qu'on a dit, puis là, on a dit, ben il faut marcher avant de courir. Fait qu'avant de le faire sur des tissus de patients, on l'a fait sur des amas de cellules qu'on poussait dans le laboratoire. Puis après ça, on l'a fait dans des tumeurs qui viennent de la souris. OK. Pour essayer de tout décortiquer, comment garder ces petits morceaux de tissu. Ils sont tellement petits qu'on peut juste les voir au microscope. Puis même, je veux dire, une fois qu'on va les fixer, souvent on va les colorer parce que sinon, à l'œil nu, on ne peut pas les voir puis on les perd de vue. Donc, on parle vraiment de petits morceaux, mais l'avantage en étant petit, c'est qu'on a, tu sais, il y a le nutriment puis l'oxygène peut facilement rentrer dans le tissu. Parce que si tu prends un gros bloc de tissu, tu sais, tu as déjà mis ça dans ta cuisine, ça va tourner brun, tu sais, il manque d'oxygène. Donc, on a besoin de garder ça en vie. Donc, beaucoup d'oxygène, beaucoup de nutriments. Donc, le ratio d'oxygène-nutriments dans le plus petit, c'est que ça vient résoudre plein de problèmes techniques qu'on avait. Fait qu'on est capable de mettre ça, puis comme tu vois, c'est quasiment comme un petit jeu vidéo, tu sais, on va en mettre 8 dans la même rangée. Puis ça nous aide parce que, tu sais, si on faisait juste un, bien, peut-être le test serait plus ou moins fiable, mais si on le fait sur un grand nombre, puis on a le même, tu sais, on a la réponse, tu sais, de l'ensemble, on peut prédire est-ce qu'il y a une réponse thérapeutique ou non. Fait que l'idée derrière, c'est que, tu sais, la pathologie nous appelle, on va chercher l'échantillon, on fait un premier test de qualité pour s'assurer que le morceau qu'ils nous ont donné a des cellules tumorales. Puis c'est pas tous les cas, tu sais, des fois, ils nous donnent un morceau, mais c'est pas le bon morceau, puis on n'a pas de tumeur dans le morceau qu'ils nous donnent. Fait que on arrête là, c'est stop. Mais si ça passe ce premier test de contrôle de qualité, là, on va faire des fines tranches. Là, c'est comme des salamis, là, quand t'es chez Subway, mais vraiment mince. Mais le morceau était tout petit aussi, là, c'était microscopique. Oui, puis après, on fait des ponctions avec des aiguilles de biopsie. Fait que tu vas, dans ce film très mince de tissu, ben, tu vas aller ponctionner
des petites rondelles. Puis ces rondelles-là, tu vas les mettre sur un mini laboratoire sur l'âme. Puis là, dans ça, on est capable d'introduire de la chimio. Donc, un des projets qu'on fait, c'est que les femmes, on donne le même traitement à ces petites tumeurs-là que la femme va recevoir en clinique, puis on essaie de voir est-ce qu'on est capable de prédire ceux qui vont répondre puis ceux qui ne vont pas répondre. Fait que là, on est en train d'accumuler, on l'a fait à peu près 50 fois maintenant, puis on est en train de faire des statistiques pour voir est-ce que notre méthode est bonne à prédire la réponse thérapeutique. Donc, sans comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la cellule tumorale, sans regarder l'ADN, sans comprendre quels gènes ont été mutés, est-ce que c'est aussi simple que ça? On peut le prendre, on lui donne un traitement, réponse oui, non. Donc, vous avez aussi des bons tissus pour tester si ça ne va pas tout détruire. Parce que, tu sais, souvent on entend ça, c'est que la chimio va détruire le cancer, mais il ne faut pas que ça tue le reste non plus. C'est quand même rough, là. Oui, on a le tissu normal avoisinant avec les cellules cancéreuses. Fait que quand on teste... Ah ouais, c'est ça. Donc, quand on teste une nouvelle chimiothérapie, par exemple, nous, on développe des nouvelles molécules, on a des nouvelles cibles thérapeutiques qu'on pense qui sont bons pour traiter le cancer du sein et de l'ovaire. Là, on peut les tester sur des tissus de patients, là, de voir. Puis, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on tue la cellule cancéreuse, mais on ne touche pas les cellules normales avoisinantes, là? Est-ce que les autres sont encore en forme ou pas? Parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est ça, le but, c'est ça. Mais comment vous faites? Tu sais, mettons, vous dites, OK, je vais créer une chimio. Là. C'est quoi de la chimio? Vous partez... Ça part de où? Il y a différentes... donc, le chimio standard qu'on utilise, OK, ce qu'on a connu pendant les 40, 50 dernières années, sont toutes basées sur influencer la réparation de l'ADN puis la réplication. Parce que toutes les cellules cancéreuses, ils ont une chose en commune, c'est qu'ils poussent beaucoup plus vite que la plupart des cellules dans notre corps. Fait que si tu peux mettre des poisons de réplication, c'est sûr que les cellules cancéreuses vont mourir plus vite. Mais on a des cellules qui poussent pas mal vite dans notre corps, à part de la tumeur. Tu sais, dans notre tract intestinal, ces cellules-là se répliquent. C'est pour ça que la personne vomit, par exemple? C'est ça, des nausées, les cheveux, même chose. Tu sais, d'être plus susceptible aux infections parce que notre système immunitaire, les cellules poussent vite aussi. Fait que beaucoup des séquelles d'une chimio, ce genre de chimiothérapie qu'on connaît depuis très longtemps sont basées sur ça. Maintenant, on parle plutôt de thérapie ciblée, où on essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la cellule cancéreuse, puis qu'est-ce qui la distingue d'une cellule normale. OK? À part du fait qu'elle pousse vite, là, y a-t-il d'autres choses qu'on peut aller chercher? Qu'on pourrait targeter juste ça. Juste ça, d'être vraiment plus ciblé dans notre approche. Puis quand on trouve ce qu'on appelle une nouvelle cible thérapeutique, on trouve une protéine, puis on dit, regarde, si je l'enlève dans la cellule cancéreuse, la cellule la meurt. Puis quand je l'enlève dans une cellule normale, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Fait que là, on dit, j'ai peut-être une nouvelle cible. Mais là, on collabore avec des chimistes médicinales. Eux autres vont commencer à modeler puis de voir, OK, c'est quoi qui est important? Comment je peux bloquer cette protéine-là? Comment je peux avoir quelque chose... Pour créer la chimio. Pour une chimio qui est vraiment ciblée, là. Mais c'est comme... En tout cas, peut-être que vous ne pouvez pas répondre, mais le sac, là, tu sais, j'avais plein de sacs qui me... C'était fait à base d'eau. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est ce que lui, le chimiste dont vous parlez, c'est lui qui crée ça. Mais lui, il doit avoir 1 million de produits que là, rendu là, il faudrait quasiment devenir chercheur. Mais c'est ça. C'est comment il fait, lui, pour dire, OK, si je mets... Parce que chaque chimio est différent. Lui, il y a des techniques. Premièrement, pour faire une thérapie ciblée, ils vont faire... tu sais, la science est merveilleuse. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est hallucinant, là. Mais... Par exemple, dans notre cas, la protéine RAN, qu'on pense qui est une nouvelle cible thérapeutique, bien, il y a des gens qui ont travaillé sur la protéine en recherche fondamentale juste parce qu'ils trouvent ça le fun de le faire, puis qui ont été modéliser la structure de la protéine en 3D, tu sais, comment qu'elle se plie et tout. Fait qu'au niveau atomique, là, on est capable de voir exactement de quoi a l'air la molécule. Puis là, il y a toute une série de molécules qu'on sait déjà leur forme. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est des appariements. Si je mets ces deux molécules-là, y a-t-il des points de contact? C'est comme la clé pour une porte, tu sais. Ouais. Fait que c'est de trouver la clé pour la porte de cette protéine-là, puis qui ouvre pas d'autres portes non plus. Fait que fait que s'assurer que parce que souvent, une protéine va avoir des cousins
proches, qui sont pas pareils, mais qui sont semblables. Fait que c'est vraiment de trouver la bonne clé qui va juste inhiber cette protéine-là, puis pas d'autre à côté. Donc, dans le fond, c'est ça, ils développent des nouvelles chimios que, comparativement à la chimio d'avant, qui était juste super harsh, puis ça tuait beaucoup d'autres, pas des protéines, mais d'autres cellules, d'autres normales. cellules, comme vous dites, puis c'est pour ça que le monde était plus malade, parce que c'était tellement fort, la chimio qu'on recevait. Ce que vous dites, c'est que dans le fond, puis je vais me sentir vraiment intelligente si j'ai raison, ce que vous dites, c'est dans le fond, là, ils sont en train de travailler sur des chimios qui sont un peu plus ciblés, comme vous dites, vers les protéines qui vont aller chercher juste les cellules cancéreuses, donc les effets négatifs de la chimio que nous, on connaît, comme on voit dans les films, par exemple, puis comme Steve t'a eu, seraient plus diminués. C'est l'idéal. C'est Ça ne fonctionne pas toujours, mais le concept est exact. C'est ça qu'on veut faire. Mais C'est là, exactement là, le concept. C'est pas seulement avec le type de cancer, c'est aussi avec la personne. Ouais. C'est ça que vous expliquez tantôt. Oui. C'est que là, chaque personne réagit différent. Fait que là, c'est ça, là, tabarouette. Mais là, c'est du synthétique. Tu sais ce que vous expliquez, là, c'est lui dans son laboratoire, là, Il va le synthétiser. Ça existe pas là, dans la vie. Il prend pas des épices, là, puis il se fait Non. C'est ça, c'est carrément... C'est un chimiste qui crée la molécule, qui pense. Ben, c'est que ça n'existe pas. Lui, il crée... Ça devient le liquide. Il prend pas du jus de citron pour se faire une recette. Là, c'est comme, il crée la molécule. Il crée le citron. C'est ça. Là, c'est comme mais le jus. Il crée avec quoi? Il faut bien qu'il crée le citron avec des éléments. plante. Je veux dire, t'en souviens-tu en chimie que tu avais la genre, charte oui, le tableau périodique okay. avec toutes les différentes molécules? Il faut qu'il parle de quelque chose qui existe. Là, je veux dire. Il prend plein d'éléments, mettons, du tableau périodique pour... Ben, tu sais, il y a c'est une science en soi-même. Fait qu'il y a des règles, comment créer les bonnes molécules, puis, tu sais, il faut que ça soit des molécules qui sont, premièrement, il faut que ça soit spécifique, il faut pas que ça touche d'autres choses. Ouais. Pour ça des fois, on a des effets secondaires, même avec des thérapies ciblées, parce que des fois, elles ne sont pas aussi ciblées qu'on pense. Ouais. OK, mais tu sais, il faut que ça soit aqueux aussi. Je veux dire, il faut que ça se dissout dans l'eau. Puis ou au moins un liquide qu'on est capable d'introduire, fait que ça limite ses propriétés chimiques. Il faut que, si on l'injecte, que ça ne soit pas détruit dans 2 minutes après l'injection. Il faut que ça reste dans le corps. Fait qu'il y a toute une science derrière de développer des nouveaux médicaments en oncologie, mais tout médicament. Puis il y a des gens qui spécialisent. Mais c'est pour ça que ça prend... C'est tellement de temps pour développer des nouvelles molécules puis les mettre sur le marché. C'est vraiment compliqué. Fait oui. Puis ça prend... à un moment donné, nous, on va être tellement avancés qu'on va être obligé de rendre ça à l'industrie. Parce qu'on n'est pas l'industrie, on ne va pas... on n'est pas des gros pharma, là. À un moment donné, quand tu démontres que quelque chose est suffisamment prometteur, ça va être pris en main par... Je comprends. C'est une question d'argent, j'imagine, si quelqu'un voit qu'il y a de quoi faire. Et de vocation, je veux dire, ma vocation n'est pas de produire, oui, mais les grosses compagnies, c'est une question d'argent, c'est sûr. Oui. Puis mais il faut des gens comme vous qui rendent le projet jusqu'à là, tu sais. Jusqu'à là. Puis là, la pharma va prendre la relève, puis ils vont continuer à les développer. Eux autres, ils ont beaucoup de chimistes, beaucoup d'expérience dans le domaine. Fait que nous, il faut juste qu'on se rende assez loin. Que ce soit assez prometteur pour qu'ils prennent le flambeau. C'est ça. Parlant de gens dévoués comme vous, une des questions que j'avais, c'était pour les gens qui veulent devenir la future Anne-Marie ou qui veulent étudier là-dedans ou qui voudraient faire la différence comme vous. Qu'est-ce que ça prend, puis qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là, à ces jeunes de 15-16 ans qui, comme vous, il y a un professeur de bio qui ça leur allume une petite flamme, tu sais, comme... C'est quoi les meilleurs conseils que vous pourriez donner à ces personnes-là? Bien, je veux dire, premièrement, d'avoir des bons mentors. Je veux dire, mes enfants ont eu probablement les pires professeurs de sciences de la vie. Ils trouvaient ça plate, puis moi, j'en revenais pas. J'ai dit, comment vous pouvez trouver quelque chose qui est aussi excitant plate? Donc, vous avez besoin de vous inspirer des mentors. Ouais. Il y a des programmes, il y a des portes ouvertes dans différentes universités. Vous pouvez aller voir, faire des stages. À un moment donné, au bac, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, vous pouvez prendre des cours crédités qui sont d'aller travailler dans un laboratoire puis faire un projet de recherche. Dire, je vais prendre mes 3 crédits, tu sais, au lieu d'aller dans un cours magistral, je vais aller m'implanter dans un laboratoire puis je vais travailler là pendant un certain nombre d'heures puis je vais voir c'est quoi la recherche. Est-ce que ça me passionne toujours? C'est sûr que
pas tout le monde qui fait de la recherche va finir en professeur d'université, mais il y a plein d'autres carrières en sciences qu'on peut faire. Tu sais, comme vous voyez, nos projets, c'est des gros projets. Ça prend plein de monde qui travaille en laboratoire, mais aussi des gestionnaires de projets. Tu sais, mais ils ont besoin de comprendre la science pour être des bons gestionnaires de projets. Tu sais, mais gestionnaires de projets, ils ont tous des PhD. Tu sais, c'est du monde qui sont extrêmement bien formés, puis qui sont passionnés eux aussi par la science. Il y a le travail dans l'industrie, il y a le travail dans le domaine pharmaceutique, la recherche clinique. Donc, il y a plein de choses qui se présentent aux gens qui veulent travailler en recherche, mais ça commence à inspirer les jeunes. Donc, avoir des stratégies pour inspirer les jeunes, je pense que c'est qu'est-ce qui est vraiment important. C'est sûr que c'est un métier qui est difficile parce que il y a énormément d'incertitudes, parce que pour faire un roulet en laboratoire, ça prend beaucoup d'argent. Donc, nous, on passe une partie de notre vie à écrire ce qu'on appelle des subventions. Donc, c'est d'aller, tu sais, il y a différentes agences, soit que des gouvernements, soit à des fondations, puis de plaidoyer pour notre recherche, pour dire que c'est important, puis on a besoin. Si on n'a pas d'argent, ben on ne fait pas de recherche, puis on n'a plus de job. Fait que c'est quand même assez stressant, là. C'est pas comme être un médecin que tu le sais que tu as une job de n'importe quand. Il y a toujours des malades. C'est ça, c'est pas compliqué. Il faut que le projet soit approuvé puis que vous ayez de l'argent qui rentre, parce que sinon la recherche va arrêter. Mais vous, comment ça fonctionne? Vous-même, vous allez chercher vos subventions, puis là, il y a un gestionnaire qui, lui, décide, on a temps pour les salaires, on a temps pour Ou c'est vous qui gérez tout ça? Moi, je gère tout ça, sauf le laboratoire est rendu tellement grand que j'ai besoin des gestionnaires de projets parce que c'est des projets pan-canadiens, donc... Tu sais, je pourrais pas tout faire le travail moi-même. Fait que, tu sais, aussi, c'est un crédit à tout le monde qui travaille dans le laboratoire puis qui est aussi passionné par la recherche que moi. Fait que mon travail, c'est d'aller chercher de l'argent, créer une atmosphère d'équipe, de la collégialité dans mon laboratoire, puis aussi de les accompagner tout au long de leur projet, parce que j'ai quand même des connaissances en recherche. Sûr, oui. Donc, tu sais, ils présentent, tout le monde dans le laboratoire présente leurs résultats, on discute en groupe, on essaie d'avancer. S'il y a des problèmes, on essaie de Mais ça, je me demande, ça ressemble à quoi, tu sais, quand vous dites laboratoire, tu sais, moi, j'imagine un endroit avec plein de microscopes, puis plein de... Ça ressemble à quoi dans le sens, une semaine typique, mettons, dans votre laboratoire, est-ce que c'est, on va dire, 4 jours de recherche, la 5e journée, vous faites des meetings, puis vous parlez de vos avancées, ça ressemble à quoi? Nos meetings sont courts, moi, j'aime pas les meetings, non. C'est rapide, OK. On a 1 heure pour discuter. Okay. Puis, en groupe, tout le monde ensemble, mais après ça, on va avoir des réunions individuelles avec différents groupes pour parler plus spécifiquement à tous les semaines de l'avancée de leur projet. Donc, tu sais, il y a Fait qu'ils travaillent tous sur une petite partie du projet. Des fois, en petite équipe, là, sur différents projets, ou même, j'ai des bioinformaticiens qui travaillent sur juste le logiciel qu'on utilise pour suivre tout ce qu'on fait dans notre biobanque. OK. Donc, c'est une équipe de combien que vous avez? Une vingtaine. OK. C'est comme des PME, là. C'est des petites et moyennes entreprises. Donc, mais trouver des salaires pour 20 personnes, c'est pas nécessairement facile à tous les années, année après année, tu sais. Donc, c'est un métier qui est dur. Tu es toujours à la recherche d'argent, mais je veux dire, le laboratoire, ça a beaucoup changé parce qu'avant ça, on passait beaucoup de temps à une paillasse manipulée. On faisait beaucoup de biochimie ou de culture cellulaire, on travaillait. Mais maintenant, avec des technologies, tu sais, si on a une séquence dans une journée, mais ça prend plus de temps d'analyse. Je veux dire, il y a tellement de données. Fait que c'est beaucoup d'analyse maintenant. On voit un shift. Oui, il y a encore beaucoup de travail en laboratoire, mais les gens pourraient peut-être passer... tu sais, une semaine, ils vont faire beaucoup de laboratoire, mais après ça, ils ont peut-être un mois d'analyse parce que la donnée est tellement riche. Puis c'est là où l'intelligence artificielle rentre aussi. C'est qu'à un moment donné, ces données deviennent tellement complexes qu'on n'est plus capable, dans notre petit cerveau, là, de tout le comprendre puis d'être capable de l'analyser. Donc, on utilise des stratégies d'informatique, bioinformatique, intelligence artificielle pour pouvoir digérer tout ça puis de formuler des hypothèses. Puis vous êtes un peu comme le chef d'orchestre, donc tout le monde... Quand, mettons, si quelqu'un fait des découvertes ou fait des avancées, c'est vers vous qui va aller pour vous donner un petit recap de tout ça, puis par la suite,
vous dirigez les gens vers les prochaines étapes, c'est ça? Bien, je veux dire, des étudiants gradués, si on fait bien notre job, c'est eux qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils pensent qui est la prochaine étape à faire. On veut, quand on enseigne, c'est ça, on veut arriver là, que je n'ai plus besoin de leur dire comment analyser leurs données, quelle est la prochaine étape, qu'ils deviennent tellement maîtres de leur projet qu'ils me dépassent dans le petit créneau qu'eux, ils sont en train de développer. Là, tu sais que tu as formé une bonne personne, quand ils sont capables d'être complètement autonomes. Donc, dans le trajectoire, c'est pour ça qu'ils viennent... Un PhD, c'est 5 ans souvent. Ouais. Ça veut dire que, tu sais, ils vont acquérir ces compétences-là, le jugement critique, l'analyse, la connaissance de la littérature. Ils ont besoin de tout maîtriser ça pour commencer à être autonomes puis avoir une tête de chercheur débutant. Écoute, on est rendu... on est rendu au mot à mot, notre dernier segment. Honnêtement, on aurait pu parler encore pendant des heures. C'est tellement intéressant. Je pensais que j'allais rien comprendre. Ouais, moi, je comprends quand même. Parce qu'elle disait, il y a des termes, tout ça. Puis là, je suis OK, mais non, mais une fois que c'est bien expliqué, mais ça reste que... je m'imagine, mettons, être une journée dans votre laboratoire, puis j'aurais mal en tête. Là, ça a tellement l'air impressionnant, puis... C'est fou, là, ce que vous faites, ça n'a pas de sens, là. Je ne sais pas si Asiane vous avait expliqué c'était quoi le segment mot à mot. Dans le fond, on va vous poser 2 questions, puis on va regarder votre cœur bat à combien. Puis la question qui vous fait le plus d'émotion, c'est celle-là qu'on va répondre. Première question. Dans les moments de doute ou de fatigue, qu'est-ce qui vous ramène à votre mission, à votre pourquoi? Donc, 83 environ pour celle-là. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans les histoires des patientes avec qui vous avez travaillé au fil des années? 86, on va y aller avec celle-là. Est-ce que ça vous convient? On peut prendre l'autre si vous préférez. Non, c'est... Donc, on parle de ça. J'étais pour dire, votre machine ne fonctionne pas si vous ne prenez pas la deuxième question. C'est ça, hein? C'est celle qui... Donc, la question du segment mot à mot, c'est qu'est-ce qui vous touche le plus dans les histoires des patientes avec qui vous avez travaillé au fil des années? Bien, étant en laboratoire, au début, j'étais très loin de la clinique. Puis c'est dans les années 90, on a eu j'ai connu une première patiente qui a été touchée de cancer de l'ovaire. C'est Noëlla Munger. Puis Noëlla, c'était quelqu'un qui venait du Nord. C'était pas quelqu'un de Montréal. Mais quand elle a eu son diagnostic, c'est quelqu'un qui s'est vraiment assez motivé pour aller chercher de l'argent pour soutenir la recherche en cancer. Donc, elle a fait des levées de fonds, elle a marché, elle a cogné à des portes. Puis là, j'ai été vraiment inspirée par Noëlla. Je me dis, là, c'est quelqu'un qui fait face à un diagnostic vraiment sombre, puis au lieu de juste penser à elle puis à sa misère, c'est quelqu'un qui s'est motivé, qui s'est donné une cause pour se faire réveiller tous les matins puis de vouloir faire quelque chose. Puis d'ailleurs, on a encore un vitrail qui a été fait par une de ses sœurs, qui est, il y a 9 nuages, puis il y a comme l'ange dessus. Fait que l'ange, c'est Noëlla. Puis les nuages, c'est ses frères et sœurs qui la soutiennent dans sa maladie. Puis on a mis ça dans notre salle où on fait nos réunions de laboratoire. Puis on s'inspire de ça. Je veux dire, elle est décédée en 1995. Puis aujourd'hui, on l'a encore, le Noëlla qui nous regarde, puis nous surveille dans les réunions. C'était ma première, puis maintenant, on appelle ça des patients partenaires. Dans le temps, c'était juste Noëlla qui était là. Mais au fil des années, j'ai connu de plus en plus de femmes qui étaient touchées par le cancer, puis j'ai été toujours surpris avec la générosité qu'ils avaient pour donner du temps, pour écouter c'était quoi la recherche, pour qu'on s'inspire les uns les autres. D'un côté, la recherche leur donnait d'espoir, parce que sans recherche, on n'avance pas. Puis, je veux dire, quand j'ai commencé en 90, c'était quasiment dans l'année, tu savais que tu ne verrais plus cette femme-là. Là, il y en a que j'ai côtoyée pendant plusieurs années. Il y en a une que ça fait maintenant 12 ans là, qu'on se connaît, on est devenus amis. Donc, ces histoires-là nous inspirent de travailler plus fort. On s'assure toujours que les étudiants rencontrent nos patients partenaires, qu'ils écoutent leurs histoires, c'est quoi leur réalité de leur vie, comment ils se sentent durant le traitement, c'est quoi leurs défis. Qu'est-ce qu'ils voudraient voir pour la recherche, puis ça aide comme une source d'inspiration. Fait que tu n'es pas en train de travailler dans
dans un vide. Il y a un visage Il y a quelque derrière. chose, là, ouais, Puis c'est une source d'inspiration de toujours travailler plus fort. Très belle réponse. Puis j'ai une petite question pour vous. Vas-y. Dans- Poursuis. Anne-Marie, elle veut Ah, ouais. toi. Depuis tantôt, tu la vois. Ouais, ben, Il est toi trop aussi. gêné par Hey, toi par- aussi, depuis Je viens de le dire en plus. Il non, est trop c'est gêné ça. par ton intelligence. Mais, ouais, Non, je pense que c'est mon âge avancé. Non, c'est pas je te dis, c'est ton intelligence. J'allais encore dire vous, moi mais aussi. je voulais juste savoir, tu sais, crois-tu qu'on va, ben, probablement que oui, on va réussir à guérir le cancer, puis dans combien de temps à peu près? Mais moi, je suis étonnée par l'accélération de nos connaissances puis les percées qu'on fait. Je veux dire, pendant très longtemps, on n'avançait quasiment pas dans la survie des patientes qui étaient touchées par le cancer. Puis aujourd'hui, on voit des choses qui sont hallucinantes. L'immunothérapie, où on voit des guérisons, des thérapies cellulaires, des virus qui peuvent guérir le cancer, des vaccins pour le cancer. Fait que, tu sais, la rapidité auquel on fait face, c'est un défi en même temps parce qu'il y a tellement de bonnes idées, bien, on fait quel en premier? Si on savait quel était le gagnant, on ferait lui en premier, malheureusement, c'est pas comme ça ça fonctionne. Fait que c'est un gage. Fait que c'est pour ça qu'on essaie d'accumuler le plus d'évidence possible que, tu sais, notre stratégie, elle est gagnante. Parce qu'il y a tellement de stratégies qui sont possibles. Donc, il faut vraiment lutter pour... Si on y croit vraiment dans notre stratégie, bien, il faut lutter fort aussi pour le mener de l'avant parce qu'on a beaucoup de concurrence. Mais ça, c'est une bonne chose, je veux dire. Mais ça s'en vient, là, on le voit que ça accélère. Puis, c'est quoi la plus grosse découverte là, récemment? Là? Y a-t-il quelque chose là, qu'on fait, hey, là... Bien, moi, je dirais que c'est l'immunothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de, tu sais, on pensait que notre système immunitaire jouait pas tellement, tu sais, dans les années 90, puis il y a eu quelques papiers qui ont comme découragé le monde à penser que notre système immunitaire jouait un rôle important dans la lutte contre le cancer. On sait que c'est très important pour, tu sais, des virus, des infections, mais on ne soupçonnait pas que c'était important pour le cancer. Mais il y a des gens qui ont vraiment cru dans cette idée-là en disant, bien, notre système immunitaire, il reconnaît quand il y a quelque chose d'anormal. Tu sais, quand on a une greffe, il reconnaît que ce n'est pas du soi. La tumeur, ce n'est pas du soi, c'est du soi modifié. Donc, ils ont essayé de comprendre pourquoi le système immunitaire ne lutte pas contre la tumeur. Puis, ils ont compris que la tumeur a des stratégies pour endormir le système immunitaire, tu sais, comme se cacher du système immunitaire. Puis s'il serait capable de briser cette inhibition-là, puis de révéler le cancer, bien, le système immunitaire prendrait Donc, ça l'aiderait à diminuer la masse par eux-mêmes, peut-être. On l'attaquerait. C'est notre propre corps qui commence... Tu commencerais à l'attaquer, ta tumeur. Fait que c'est une stratégie qui... donc, dans certains cancers, ils ont identifié c'était quoi la façon importante pour endormir le cancer. Ils ont fait des médicaments pour contrer ça, puis ils l'ont testé, puis ça s'avère être super performant. Fait que là, on voit, des gens qui, en cancer du poumon, par exemple, où il y avait très peu de bonnes stratégies, ces médicaments-là fonctionnent très, très bien. Donc, on donne des espérances de vie beaucoup plus longues. Wow. Ça ne fonctionne pas chez tout le monde. Puis là, on a un chercheur chez nous, c'est vraiment hallucinant. Lui, il travaille sur le microbiome de l'intestin. OK? Donc, il se faisait taquiner comme étant, Dr Caca, parce qu'il s'en allait dans les différentes hôpitaux de Paris, puis il allait chercher des échantillons, avec l'idée qu'il y a quelque chose de notre flore intestinale qui contribue à la réponse au traitement. Donc, c'était une idée qui était, dans le temps, qui semblait un peu flyée, mais qui s'est avérée absolument vraie. Okay. Alors, notre flore intestinale a un grand impact sur notre réponse. Puis justement, ils viennent juste de finir un essai clinique où ils ont fait des capsules de matériaux fécaux, mais des gens qui sont en santé,
l'ont donné à des patients, puis au lieu de répondre juste 30 bien 80 ont répondu. Fait qu'ils prennent des capsules de caca, là? Non? Ah. Ben, Non, mais c'est traité. si ça fonctionne, mais, j'en prendrais un. C'est ça, ouais. Puis, à long terme, on veut voir exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ouais. C'est quelle bactérie qui est protecteur, comment... Ouais. Tu sais, d'autres stratégies, mais pour montrer que ça pouvait vraiment... Parce qu'on l'avait fait chez la souris, puis ça fonctionnait. Ouais. Fait que c'est pour montrer que, regarde, on peut faire ça aussi. Puis aussi, comme quoi, chaque idée qui a peut-être l'air flyée, loufoque, si elle est travaillée puis que quelqu'un a l'énergie pour le faire, ça peut arriver avec des belles solutions. Aujourd'hui, ça a l'air évident. La littérature, tout le monde lit. On comprend l'importance du microbiote maintenant, mais il y a 10 ans passés, quand il a commencé, c'était beaucoup moins évident. Oui. Une fois que tu l'as prouvé, ben là, tout le monde se ça, jette, se jette dans le domaine. Si partagent les connaissances, ça fait avancer bien plus vite. Là. Ben, c'est ça, je veux dire, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça, toute l'idée de la science ouverte aussi. Fait qu'on s'en va... avant ça, les gens publiaient, mais ils donnaient peut-être pas... Tu sais, il y avait toujours des choses qui étaient cachées. Ouais. Maintenant, c'est dans un concept de science ouverte, là, quand tu publies, mais tu dévoiles tout. Y a-t-il des pays qui sont pas... c'est pas ouvert? Bien, c'est surtout c'est les journaux scientifiques qui insistent sur... Il y en a certains qui insistent sur la science ouverte, puis on voit ça de plus en plus. Il y a un danger de la science ouverte, parce qu'il faut quand même protéger la confidentialité des participants dans la recherche. Fait que, tu sais, il y a une balance à faire, à être ouvert, mais de ne pas être si ouvert que tu dévoiles l'identité de ceux qui ont participé à la recherche. Mais l'idée, c'est de vraiment... Tu sais, qu'un autre laboratoire serait capable de prendre tes données, les analyser, puis qui arriverait à exactement la même réponse que toi, tu es arrivé, qui ont fait leur analyse bien, d'être capable de réanalyser ou de coupler tes données avec un autre set de données. Pour d'arriver avec d'autres solutions. C'est ça, d'autres hypothèses, donc. Wow! Okay. Super. Écoute, on aurait plein de questions, mais c'est la fin du podcast. Honnêtement, merci beaucoup Anne-Marie d'être venue aujourd'hui. On est vraiment privilégiés, puis on a appris plein d'affaires. C'était vraiment intéressant. Là, je vous vois parce que vous êtes admirable comme personne. Puis merci de toute la passion que vous avez mis dans vos recherches, de tout l'avancement que ça a pu donner aux recherches des cancers, que ça peut améliorer aussi. On a parlé du sein et des ovaires, mais ce que vous avez amené, les biobanques, de rendre ça plus important, puis de regarder que tout sont en norme, là, comme on disait, c'est des choses qui vont pouvoir avoir un impact longtemps encore sur les recherches. Puis vraiment, je me sens privilégiée de vous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. On peut toujours faire parler un chercheur parce qu'ils sont passionnés. Exact. C'est ça, on le voit, là, on le sentait. Là, vraiment. Ben merci Anne-Marie. Merci beaucoup.